Tu es en train de rouler vers la maison de ta sœur quand, tout à coup, le ciel change d'aspect. L'air automnal, jusqu'alors frais, devient brûlant en l'espace de quelques instants. Les gens qui faisaient des promenades ont maintenant enlevé leurs vestes et transpirent. Les gens qui prévoyaient de partir en week-end au ski ont annulé leurs plans à la dernière minute pour se rendre à la plage. C'était le coucher du soleil, mais le ciel est devenu aussi clair que le jour. Tu attrapes tes lunettes de soleil et continues à conduire. Rien ne semble normal, mais les gens ne paraissent pas s'en soucier. Tu allumes la radio et tu entends tout le monde paniquer à propos du soleil, rien n'est cohérent. Ils mélangent leurs mots et disent des dizaines de choses différentes en même temps. Tu sors ton téléphone et il se passe la même chose sur les réseaux sociaux. Rien n'est compréhensible. Il y a juste des gens qui parlent de la façon dont le soleil se rapproche de la Terre. Des pas claquent le long d'un couloir tranquille. Un homme vêtu d'un costume cintré se rend à l'une des réunions les plus importantes de sa vie. Adam traverse la salle de réunion alors que tout le monde attend d'entendre ce qu'il a à dire. En tant qu'astrophysicien en chef, il incombe à Adam de comprendre ce qui se passe et de ne pas le faire savoir au public. Sinon, le monde entier succombera à la panique et à l'hystérie collective, ce qu'il faut à tout prix éviter. Il prend place en bout de table, tandis que tout le monde attend d'entendre ce qu'il a à dire. L'atmosphère est tendue et personne ne dit un mot. Il enlève ses lunettes et les pose sur la table. Tout le monde observe le moindre de ses gestes. Il sort quelques feuilles d'un dossier et commence à lire. Sa voix brise le silence de la pièce. Chers collègues, j'ai bien peur que le pire ne nous attende. Après d'innombrables heures d'observation et d'analyse, nous avons découvert qu'un morceau du Soleil a abandonné son orbite et se dirige vers nous. Nous ne savons pas encore de quelle partie du Soleil il s'agit, mais nous savons qu'une fois qu'il nous aura frappés, nous n'aurons peut-être plus de planète Terre. La tension dans la pièce est palpable, tout le monde se regarde confusément. Adam répond à autant de questions qu'il peut, mais lui-même n'a pas toutes les réponses. En quelques minutes, la presse divulgue un enregistrement vocal du discours d'Adam et le monde devient fou. Tu viens d'entendre un extrait du discours d'Adam et tu n'es pas trop convaincu de sa validité. Même si le ciel s'éclaircit de seconde en seconde, il n'y a encore aucune raison de paniquer. Tu continues à conduire et soudain, tu ressens une vibration intense. Ta voiture se soulève du sol et les vitres se brisent. Tu t'éloignes et tu te mets à l'abri. Tu as vu un objet ressemblant à une comète s'écraser au milieu de nulle part, à des kilomètres de là. D'autres de ces objets semblent se diriger vers le sol. Tu démarres ta voiture et tu repars en essayant de trouver un endroit où te cacher. Les cendres commencent à couvrir le ciel, ce qui le rend encore plus chaud qu'il ne l'est déjà. La Terre est brûlante, tandis que le trafic s'accumule à cause des gens qui veulent s'échapper, mais qui n'ont pas de véritable endroit où se réfugier. Tu finis par abandonner ta voiture et partir à pied, en essayant de trouver un endroit pour te rafraîchir et t'éloigner des rayons du soleil. Même si les cendres obscurcissent le ciel, le soleil continue de les traverser. Tu te diriges vers les bois et trouves une grotte pour te rafraîchir. Il fait encore chaud, mais au moins tu peux te calmer et réfléchir à la suite. Tu sors ton téléphone et essaies de voir s'il y a des nouvelles de ce qui se passe. Mais rien ne semble être mis à jour. Tu continues à actualiser, mais rien ne fonctionne. Soudain, tu entends des gens qui se rapprochent et qui t'ordonnent de sortir de la grotte. Adam est avec les meilleurs scientifiques du monde pour essayer de trouver une échappatoire. Tout le monde lui présente des solutions, mais au final, aucune d'entre elles n'est viable. Ils ont passé des heures dans le bureau, mais à chaque minute qui passe, le soleil devient plus fort et le ciel plus lumineux. On a l'impression que rien ne peut être fait, jusqu'à ce qu'Adam ait une idée. Il capte l'attention de tout le monde et demande aux personnes qui ne contribuent pas de quitter la pièce. Il explique qu'il faut lancer une fusée dans l'espace qui pourra détourner la grande masse qui se dirige vers la Terre avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il ne reste que quelques heures avant que le ciel ne devienne dangereux et impraticable aux aéronefs. Pour l'instant, tous les vols du monde ont été annulés. Il n'y a qu'une petite fenêtre d'opportunité pour faire décoller cette fusée et sauver le monde. Adam convoque les meilleurs ingénieurs qu'il puisse trouver pour paramétrer la fusée et rassemble les astronautes volontaires pour la mission. Ils suivent une formation de base rapide et commencent à planifier les prochaines étapes. Après de nombreux briefings, ils sont prêts, mais ils n'ont qu'une seule chance de détourner l'objet massif. Les astronautes sont prêts et commencent à entrer dans la fusée.
Soudain, tu surgis de nulle part, vêtu d'une combinaison spatiale. Tu es l'un des principaux astronautes du programme. Les personnes qui t'ont trouvé dans la grotte venaient de la NASA et essayaient de te recruter en vue de cette mission. Tu rencontres Adam et il te briefe rapidement sur ton rôle. Comme la mission se déroule à la toute dernière minute, Adam n'a même pas eu le temps de s'asseoir avec toi et de te donner la formation ou le briefing approprié. Tu rentres dans la fusée et prends place. Les ingénieurs et les scientifiques se rassemblent pour s'assurer que tout est en ordre avant le décollage. L'objet massif se rapproche et si la fusée est retardée, alors elle fondra lorsqu'elle atteindra la dernière étape de la mission. Tu es sanglé et la fusée commence à vrombir. Tous les systèmes sont en état. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élance dans le ciel. Il y a des couches supplémentaires de protection sur ta visière et heureusement, car tu as l'impression de te rapprocher du soleil. Après quelques minutes, la fusée quitte l'atmosphère terrestre et se trouve devant l'objet massif. La fusée se fige dans une position stratégique, attendant le bon moment pour éjecter l'objet de sa trajectoire en direction de la Terre. Pendant ce temps, tous les habitants de la planète se cachent dans des bunkers alors que des débris détachés de l'objet les bombardent. Une équipe de nettoyage sera prête à se débarrasser des roches spatiales brûlantes. Les bunkers sont équipés de nourriture, d'eau et d'électricité, au cas où il faudrait rester sous terre pendant un certain temps. Il ne reste que quelques minutes avant le moment crucial. Tu appuies sur un bouton et tu te prépares à déployer une grande pointe aussi longue que la Statue de la Liberté. La pointe est maintenue par un support attaché à la fusée. Le support va tirer la pointe comme un arc avec une flèche et l'envoyer directement à travers l'objet massif, le brisant avant qu'il ne fonde. Moins d'1 minute avant l'impact, la flèche est étirée et libérée. La pointe de celle-ci est dotée d'un foret en titane qui percera l'objet dès qu'il sera touché. La flèche est libérée et s'enfonce dans l'espace en brisant de petits fragments d'objets spatiaux sur son passage. En accélérant, elle atteint finalement l'objet massif et le transperce. Mais rien ne semble se passer. Le foret arrive à peine à traverser le centre. Heureusement, Adam avait pensé à un plan B. La fusée, toujours immobile, tire un laser à l'endroit où se trouve le pic pour accélérer les choses. Le laser commence à liquéfier la matière pour atteindre le noyau. L'objet se rapproche et accélère. Il ne s'est toujours pas brisé en morceaux. Moins de 2 minutes avant l'impact et tout le monde est à court d'options. Adam a un dernier tour dans sa manche. Il ordonne à tout le monde d'évacuer la fusée et de se rendre dans les capsules de secours. Il veut mettre la fusée elle-même sur une trajectoire de collision directe avec l'objet. Il règne maintenant une grande confusion. Toi et tes coéquipiers vous dirigez rapidement vers les nacelles et vous éjectez à une distance sûre. Ces nacelles ne flotteront pas aléatoirement dans l'espace car elles ont de l'air pressurisé qui leur permet de se déplacer dans la direction souhaitée par le pilote. Tout le monde sort de la fusée pendant qu'elle fonce à toute vitesse sur l'objet. Les deux se dirigent l'un vers l'autre à pleine vitesse. Il ne reste que quelques secondes avant l'impact. Le monde entier retient son souffle. Cette fusée est maintenant notre seul espoir de sauver la planète Terre et ses habitants. La fusée commence à fondre avant l'impact. Et soudain, une grande onde de choc se propage dans le ciel. La fusée a réussi à briser l'objet massif en 1000 morceaux. Le problème maintenant, ce sont les petits débris qui tombent sur la Terre. Mais comme la plupart des gens sont dans des bunkers, ils sont en sécurité. Adam et ses collègues jubilent. Toi et le reste des astronautes êtes sains et saufs et rentrez sur Terre en toute sécurité. La prochaine phase pour tout le monde sur Terre est de reconstruire tout ce qui a été détruit. Les gens devront tout recommencer à zéro, mais ce n'est que le début d'un nouveau chapitre de la vie. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment,
Ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail.
des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. Ces géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ces télescopes se trouvent dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu 2 et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces 2 trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur... Et si le Soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le Soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du Soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium. Une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène.
Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum, une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenus à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites. Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche.
une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du soleil. Pourquoi seulement quelques années ? Tu te souviens que nous avons dit que le soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures.